Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Avant de commencer cette vidéo, un tout petit aparté de quelques secondes déjà pour remercier celles et ceux parmi mes abonnés qui m'aident en ce moment à traduire mes vidéos parce qu'en effet, avant je faisais mes théories en anglais et en français et désormais par manque de temps ça m'a été impossible de concilier les deux et certains et certaines parmi vous ont vraiment eu la gentillesse de commencer à traduire mes théories en anglais. Donc c'est pour cette raison que je voulais faire ce petit aparté. Un grand merci à eux parce que je sais que ça prend du temps, que c'est compliqué et je tenais vraiment à les remercier pour ça. La deuxième raison est aussi pour ceux et celles que ça intéresse de participer au projet des traductions de mes vidéos. Vous pouvez m'envoyer un message privé par Twitter ou Facebook. Je vous expliquerai un peu comment ça se passe. Vous avez juste besoin surtout d'être très disponible, que vous avez envie de traduire ça parce que je veux pas vous forcer bien évidemment. Et si vous avez surtout un bon niveau dans les langues étrangères parce que ce projet ne concerne pas que l'anglais, vous pouvez y traduire aussi bien en espagnol, en arabe, en japonais ou toute autre langue. Ça me sera vraiment très utile, surtout pour mes autres abonnés étrangers qui malheureusement au jour d'aujourd'hui n'ont plus accès à mes théories. Et c'est pour ça du coup que j'ai ouvert ce projet pour mes abonnés. Donc je referme ce petit aparté, c'était juste pour vous dire ça. On passe désormais au sujet de cette vidéo et elle risque d'être très importante puisqu'après celle-ci, le compte à rebours va débuter et on va enfin entrer au cœur des théories des nerfs, ça y est. Donc dans cette vidéo, on va étudier à quel point le symbole du soleil est important puisque c'est l'emblème par excellence de Luffy et de chacun des peuples de One Piece en général. Grâce à ça, vous allez comprendre que même les détails minimes associés à Luffy pourraient en réalité résulter ni plus ni moins des attributs de cet astre brillant. Que ce soit le secret qui se cache derrière l'immunité au poison qu'a acquis Luffy au fil du temps ou encore d'un simple scarabée croisé à Jaya, vous allez voir à quel point ces petits détails pourraient avoir du sens. On va donc tenter de comprendre pourquoi Oda attache autant d'importance à cet astre lumineux et le secret qui pourrait se cacher derrière tout ça. Donc c'est parti! Le Messie est généralement présenté comme symbole solaire car cet astre donne la vie. Et si le soleil venait à disparaître ou même si ses rayons ne nous parvenaient plus, la vie s'éteindrait sur Terre. Et c'est de cette manière qu'Oda l'illustre grandement à travers les différents arcs pour personnifier notre chapeau de paille. Mais au-delà de ça, il délivre dans One Piece un message fort, celui permettant aux différents peuples découverts à travers le monde de leur redonner espoir et liberté. Mais pour se rendre véritablement compte de son importance, on va tenter de lister un bon nombre de références au soleil apparu dans le manga et son utilité. Comme il y en a énormément, je vais pas toutes les citer, donc je vous laisserai un lien en commentaire pour que vous puissiez les consulter plus en profondeur. Et par ailleurs, un grand merci à Ezra qui m'a aidé à élaborer cette liste. On va donc débuter par l'aube puisque c'est un terme récurrent et symbolique dans One Piece. Et c'est dans le premier chapitre qu'Oda décide de lui donner pour titre « À l'aube d'une grande aventure ». Il y ajoute à ceci le nom de Dawn, soit l'aube, pour nommer l'île sur laquelle se trouve Luffy. Plus tard, il croisera sur sa route Kuro, dont son plan échouera car l'aube se sera levée. Arlong, dont on apprend par la suite qu'il était membre de l'équipage des Pirates du Soleil. Ce tatouage symbolisant la trace de l'esclavagisme pour en faire apparaître un symbole de lumière. À Alabasta, où leur emblème était un astre solaire, contre Ener, où Luffy dissipe les nuages pour faire apparaître le soleil, idem à Thriller Bark où les nuages seront remplacés cette fois par le brouillard. À Amazon Lily où elles arborent un soleil serpenté pour emblème, dans l'arc des hommes poissons où cet astre sera omniprésent à travers Otohime ou Shirahoshi et dont seul l'arbre d'Ève est en mesure de leur apporter la lumière pour survivre. À Dressrosa où le compte à rebours était une nouvelle fois jusqu'à l'aube et qu'après leur victoire un grand soleil est apparu. Sur l'île de Zou où l'on retrouve une nouvelle fois la notion d'aube en opposition à la nuit, accompagné d'un flashback de Pedro et Roger expliquant qu'après la nuit vient toujours l'aube. Cette même prophétie de l'aube qui se lèvera sur le pays du soleil levant selon Toki, et même chez les géants avec la présence du solstice d'hiver et de Prométhée, sauvant le village d'une mignonne petite mama en furie. Enfin, c'est sur le Sunny que navigue notre équipage au chapeau de paille. Je pense donc qu'il n'y a pas l'ombre d'un doute sur le fait que le soleil dans One Piece soit omniprésent, d'autant plus par le fait qu'il est associé à Luffy et au message qu'il souhaite transmettre, celui d'apporter la lumière sur le monde pour apporter le sens du vrai mot liberté. Ce qui nous amène au secret qui pourrait se cacher derrière tout ça. Nous savons qu'Oda aime généralement associer plusieurs mythes et références à chacun des personnages de son œuvre. Luffy étant son personnage principal, il tient assez de la logique qui ne manquerait pas à la règle. Si notre Mugiwara étant associé au soleil, alors pourquoi n'aurait-il pas droit lui aussi à ces mythes qui l'entourent? C'est ainsi qu'en étudiant tous les dieux solaires des différentes croyances, j'ai pu m'apercevoir que chacun des symboles qui leur étaient associés l'était aussi pour Luffy. Ainsi, lorsqu'il est représenté par
par un dieu, il est associé à sa caractéristique et à son animal totem. Et c'est désormais maintenant que vous allez voir se rejoindre les précédentes parties des théories que vous avez pu voir, se retrouver toutes en un seul point. On va donc débuter par celui auquel Oda s'est inspiré ouvertement pour créer le personnage de Luffy. Je veux bien évidemment parler de Sangoku du manga Dragon Ball. En effet, Oda n'a pas caché son grand respect et son admiration envers son auteur Akira Toriyama. Et il le dit lui-même lors d'une interview, s'il n'y avait pas eu de Dragon Ball, il n'y aurait pas de One Piece. Cependant, Sangoku est quant à lui inspiré par le légendaire roi singe Sun Wukong, héros principal du populaire récit chinois Voyage en Occident. Dans ce conte apparaît ce que l'on nomme les 4 rois dragons, traduit littéralement Ryuo en japonais, ce qui nous ramène au nom du pouvoir dont parle Hyogoro, ainsi que ma théorie sur les 4 rois dragons qui pourraient apparaître dans l'arc Wano Kuni. Cette théorie, je l'avais écrite grâce à l'apparition de la forme draconique de Kaido, mais ce n'était pas la seule référence à noter. En effet, un peu avant la révélation de son apparence, Kiku avait précisé que Kaido était considéré comme le Myo de Wano Kuni, ce qui va nous amener ici à la première référence solaire liée au bouddhisme japonais, car le Myo signifie littéralement roi de la connaissance. Ils sont les 5 gardiens des 5 directions, avec pour gardien central Akala l'immuable. Je vais pas m'attarder trop longuement sur ce mythe car je le ferai probablement dans une autre théorie. Ici, on va juste s'intéresser au 5e gardien, car il pourrait être comparé à Hyogoro le Fleuri, au vu de son apparence, de sa position et du lien qui le relie à Luffy. Ce gardien a donc pour mission de protéger le Bouddha central et suprême nommé Vairocana, aussi présenté comme le grand soleil et source de l'univers tout entier. Soit exactement tout ce qu'on a pu voir et étudier dans mes dernières théories si vous les avez suivies au sujet du chiffre 5, de son incarnation du messie bouddhiste lors de son combat final contre Kaido. Cependant, au-delà du bouddhisme au Japon, la seconde religion prédominante se nomme le shintoïsme, et c'est à travers la déesse Amaterasu que le soleil est représenté. Sa légende raconte qu'après une colère contre son frère, elle s'enferma dans la grotte du paradis. Le monde fut alors plongé dans l'obscurité et le chaos. Les dieux se réunirent pour trouver une solution et installèrent des coqs sur un perchoir juste devant l'entrée de la grotte, afin qu'ils chantent éternellement dans l'espoir de la faire sortir. Le plan marcha puisqu'Amaterasu, intrigué, finit par sortir et la lumière est apparue. Ce qui nous ramène à mes théories nommées le Gear 5 de Luffy, l'éveil du 5e empereur, où je vous expliquais tout simplement comment Luffy pouvait ainsi acquérir ce titre et sauver Wano des courroux de Kaido et d'Orochi. Le fait qu'Oda ait choisi de nommer Luffy 5e empereur juste avant d'entrer à Wano n'est peut-être pas autant un hasard qu'on pourrait le croire. En effet, l'événement majeur qui a permis de mettre fin à la fermeture du Japon se nommait le Bakumatsu, une guerre qui fut engendrée par le peuple suite à l'oppression, la famine et la pauvreté que leur faisait subir le shogun. Désormais dans One Piece, il paraît très clair qu'il s'agit là de la vendetta orchestrée par les 9 fourreaux rouges et du souhait de respecter la volonté d'Oden de réouvrir les frontières de Wano Kuni. Mais la scène la plus importante se trouve ici. Durant cette guerre meurtrière, le peuple a clamé le nom d'un homme, le seul selon eux à même de sauver le pays appelé Japon aujourd'hui. Descendant de la déesse japonaise Amaterasu, nommé le grand roi dirigeant sous le ciel, ou encore dans les textes chinois, le roi des Wa. Demi-dieu, dieu vivant ou même Teiyo sont les termes pour désigner la suprématie et l'importance de cet homme qui est plus communément appelé l'empereur du Japon. Ainsi, la prophétie de Toki sur les 9 ombres qui se projetteront au clair de lune montrera l'importance de rendre à nouveau l'éclat de ce pays. De la même manière que Luffy l'a toujours fait dans les autres contrées qu'il a libérées, devenant ainsi le véritable 5e empereur du pays du soleil levant, aussi appelé le pays de l'or. Et ce terme, Oda ne l'a pas mis au hasard, puisqu'il s'agit du véritable nom donné par Marco Polo durant son expédition qu'il racontera dans son ouvrage Les voyages de Marco Polo, où il décrit le Japon comme Zimpangu, le pays de l'or. C'est d'ailleurs de cette légende pensée comme un Eldorado que Christophe Colomb mit les voiles pour traverser l'Atlantique et partir à sa recherche. Et qui dit or dans One Piece dit 2 références possibles. La première nous ramène à l'alchimie, puisque cet élément chimique désigne directement le soleil, et a pour symbole AU, qui se traduit par briller et aurore, soit ce qui précède l'aube. 2 termes qui ont été associés à Roger grâce au surnom qui lui a été donné par la marine, Gold, soit or, et de son introduction dans le premier chapitre nommé à l'aube d'une grande aventure. Ainsi, l'or sera probablement la couleur qui symbolisera Luffy, le futur roi des pirates, lorsqu'il trouvera le trésor du One Piece.
Quant à l'Eldorado, on retrouve cela grâce à la cité d'or de Chandora, ce qui va nous amener à la 4e référence solaire. On va donc se rendre du côté de Skypiea et plus particulièrement sur les fameuses covers d'Ener qui ont tant interrogé les fans. C'est de ces mystérieux dessins qu'est née cette longue série théorique que vous regardez actuellement et dont l'origine de ces symboles était calquée sur la mythologie aztèque. Cette roue à gauche de l'image représentait donc le calendrier solaire d'où serait née la légende des 5 soleils. C'est ainsi que je vous expliquais que Luffy incarnerait le rôle du 5e soleil au jour de la grande bataille finale contre le gouvernement et Barbe Noire. Cependant, Skypiea était un arc que je mettais en parallèle à un autre, celui d'Alabasta. En effet, c'est à partir des fresques d'Ener que j'ai ainsi pu comprendre et relier les symboles du tombeau familial Néfertari entre eux. Et Alabasta s'avérait être un arc centré cette fois sur l'Égypte. C'est donc sur cette mythologie que nous allons partir, et plus précisément à travers le dieu Ra qui symbolise tout bonnement le soleil. Créateur de l'univers, il peut apparaître sous plusieurs autres formes comme celle de Khepri, le scarabée représentant l'aurore. Cet insecte revêt donc une importance capitale car il incarne le dieu solaire qui renaît tous les matins à l'aube. Il est un symbole de renaissance pour les morts et un emblème protecteur pour les vivants. Ce scarabée lié à l'aube, on peut le retrouver à plusieurs reprises aux côtés de Luffy dans le manga, puisque notre chapeau de paille voue une véritable obsession et connaissance insoupçonnée pour cet insecte. C'est ainsi qu'au chapitre 230, l'équipage a pour mission de capturer un Southbird avant l'aube. Mais à la place, Luffy, tout excité, fera la découverte d'un scarabée Atlas, et d'une autre espèce qu'il désigne comme un Miyama. Et pour montrer l'importance de cet insecte pour lui, lorsque Chopper lui demande ce qu'il préfère entre ces deux choses, Luffy en viendra même à hésiter entre le One Piece et cette bestiole. Par la suite, c'est au chapitre 235 qu'on verra Luffy revenir après son combat contre Bellamy avec un scarabée Hercule entre les mains. Dans la cover du chapitre 529, on peut voir Luffy chevauchant un scarabée géant. Et enfin, des années plus tard, c'est au chapitre 923 aux côtés de ses deux frères enfants qu'il organise un combat de 3 espèces de scarabées différentes. Un Atlas pour Ace, un Hercule pour Sabo et un Lucanus maculiifemoratus, aussi appelé Miyama au Japon pour Luffy, soit précisément les 3 scarabées qu'il a trouvés à Jaya et qui expliqueraient sa connaissance et son obsession pour cet insecte. Le scarabée a donc une véritable symbolique pour Luffy jusqu'à le faire hésiter avec le One Piece lui-même. Concernant l'aube, vous connaissez déjà la chanson puisque je l'ai expliqué à plusieurs reprises et en début de vidéo. Enfin, j'ai pu vous comparer par le passé les fresques d'Alabasta dans la crypte des Néfertari à celles des ruines de Chandora. Dans les deux cas, on y retrouve la présence d'un serpent, d'une barque dans laquelle le sacrifié embarquait, du rituel funéraire avec le sacrifice sur l'autel de mousse et la présence de la cérémonie sacrée de la pesée du cœur, aussi nommée jugement de l'âme pour Alabasta, ainsi que le symbole du soleil. Désormais, étudions leur signification à travers la mythologie égyptienne. Concernant la barque, elle symbolise le dieu Ré qui voyageait chaque jour à travers le ciel à bord de sa barque sacrée, parcours du soleil, et chaque nuit à travers des mondes souterrains. La seconde était un serpent. Ce voyage représentait la victoire remportée par Ré sur les forces des ténèbres, incarnée par le serpent Apophis, qui cherche chaque nuit à déstabiliser la barque solaire et à avaler le monde pour le plonger dans les ténèbres. Le troisième, le rite funéraire. Les Égyptiens de l'Antiquité ont imaginé qu'en s'associant au dieu solaire à bord des barques sacrées, leur âme vivrait éternellement. C'est ainsi que le culte funéraire est fortement marqué par ce mythe solaire. Ainsi, on comprend alors que les symboles égyptiens du soleil, de la barque et du serpent se retrouvent présents dans la crypte d'Alabasta et symbolisent le chemin des morts. Et en parlant de mort, c'est ce qui va nous amener à la dernière référence, puisqu'en effet, Luffy a échappé bon nombre de fois à une mort certaine. Cependant, de toutes ces situations, une en ressort très souvent, son immunité au poison. Dès l'arc Alabasta, c'est Robin qui permettra à Luffy de prendre un antidote après qu'il se soit fait embrocher par Crocodile. À Impel Down, il sera cette fois empoisonné par Magellan et sauvé in extremis par Ivankov, lui retirant ainsi 10 ans de vie. Dans l'arc Whole Cake, Luffy a survécu après avoir ingurgité un poisson mortel censé donner une mort immédiate. Fort heureusement pour lui, Raiju par chance détenait la capacité d'absorber le poison. Enfin, c'est à Wano une nouvelle fois que Luffy sera secouru par Chopper pour avoir été en contact en grande quantité avec le pouvoir pandémique de Queen. De toutes ces expériences, Luffy a ainsi développé une résistance élevée, mais non absolue, au poison. Et c'est ce petit détail qui va nous emmener du côté de la mythologie indo-iranienne avec son messie et dieu solaire nommé Mitra. Il ne vous dit peut-être rien, et pourtant, un de ses emblèmes a été grandement représenté en France grâce à une personne, Marianne, symbole de la République
et de la liberté, et arborant, tout comme le dieu Mitra, le fameux bonnet phrygien. Par ailleurs, on peut noter que son mouvement pourrait être assimilé à celui des révolutionnaires, dont parmi eux se trouve Bello Betti, à la posture et à l'idéologie très représentative de la fameuse Marianne française. Mais ici, ce n'est pourtant pas ce qui va nous intéresser, mais plutôt le concept de la mithridatisation. Ce terme bien galère à prononcer consiste à ingérer des doses croissantes d'un produit toxique afin d'acquérir supposément une insensibilité ou une résistance vis-à-vis de celui-ci. Pour la petite histoire, l'origine de ce terme nous vient du roi Mithridate VI, dont son nom dérive du dieu solaire Mitra, qui craignait pour sa vie et voulut acquérir une connaissance parfaite des poisons et de leurs antidotes afin de s'en préserver. Selon la légende, il serait parvenu à s'immuniser en absorbant de petites doses de poison, soit précisément ce qu'Oda a reproduit chez Luffy après ses multiples expositions au poison. En conclusion, de tout ce que l'on a pu voir, que ce soit à Alabasta avec le dieu Ra associé au scarabée de Jaya et au rite funéraire du tombeau Nefertari, à Wano avec la présence du terme Myo, gardien du 5e Bouddha solaire, et celui d'empereur avec la déesse Amaterasu, à l'alchimie qui associe l'or au soleil et à l'aube, à Skypiea et la mythologie aztèque en référence au mythe des 5 soleils, ou encore de la résistance élevée au poison de Luffy lié au dieu Mitra, nous pouvons constater qu'Oda cherche toujours à mettre notre futur roi des pirates en lumière en l'associant au symbole des dieux solaires. C'est donc la fin de cette théorie, j'espère qu'elle vous aura plu. On se donne rendez-vous pour les prochaines parties qui risquent d'être assez folles puisque comme je vous l'ai dit en début de vidéo, on va enfin entrer au cœur des théories des nerfs. Donc en attendant, reposez bien votre cerveau, préparez-vous mentalement et prenez bien soin de vous.